Bonjour à tous, je m'appelle Camille et je suis étudiant à Supaéro, et c'est une école où on se préoccupe aussi bien des avions que de ceux qui les pilotent. Et j'aimerais donc commencer par vous raconter une histoire. Ça se passe en juillet 1921, au 2e régiment d'aviation de Strasbourg, et dans les airs, un tout jeune pilote se présente pour un atterrissage d'entraînement. Le problème, c'est qu'il a négligé de surveiller son altimètre et se présente donc beaucoup trop bas. Il panique, fait une remise de gaz trop brusque, manque d'enflammer son moteur et est finalement obligé de se poser en catastrophe. Il s'en tire finalement à plutôt bon compte. Il a en fait été victime d'un phénomène que nous appelons la dérive attentionnelle. La dérive attentionnelle, ça désigne en fait le fait de ne plus être attentif à la situation actuelle. Ça désigne tous ces moments d'inattention au cours desquels on est perdu dans ses pensées. Donc c'est un phénomène qu'on expérimente tous les jours. C'est ce qui nous arrive quand on lit plusieurs fois la même ligne d'un livre, quand on arrête de surveiller son compteur de vitesse, ou quand on commence à s'endormir au cours d'un événement FameLab parce que le sujet dont parle le candidat sur scène est vraiment beaucoup trop barbant. Je vous pardonne. Donc sous ces aspects anodins, la dérive attentionnelle peut en fait avoir de graves conséquences, puisque d'après une étude du Bureau d'enquête et d'analyse, la police des accidents aériens, presque la moitié des accidents aériens auraient des causes qui proviendraient d'erreurs d'inattention de la part des pilotes. C'est donc, à l'heure actuelle, un des principaux problèmes à résoudre en termes de sécurité aérienne. Revenons à notre pilote. S'il avait vécu à notre époque, ces épisodes de dérive attentionnelle auraient pu être prévenus en utilisant un eye tracker. Un eye tracker, c'est un petit dispositif, typiquement de la taille d'une webcam, qu'on place devant un sujet et qui permet de réaliser diverses mesures sur son activité oculaire, comme par exemple la direction vers laquelle porte son regard, son taux de clignement, le diamètre de sa pupille, etc. Et c'est, à l'heure actuelle, une des méthodes les plus prometteuses pour prévenir la dérive attentionnelle dans un cockpit, puisque selon certaines études, ça peut paraître étonnant, mais l'inattention pourrait être détectée en mesurant le diamètre de la pupille. Ça vient en fait du fait que les mouvements de la pupille et l'inattention sont gérés par deux groupes de neurones très proches qui sont situés à la base du tronc cérébral. Et ce dont on s'est rendu compte en menant des expériences en laboratoire, c'est qu'on observait chez nos sujets une augmentation significative du diamètre de la pupille quelques secondes avant qu'ils ne commettent une erreur d'inattention. Et donc en fait, en plaçant des eye trackers dans un cockpit d'avion, ça permettrait d'y monitorer les niveaux d'attention et de prévenir de futurs accidents aériens. Et ça aurait notamment pu permettre à notre pilote de faire plus attention à son altimètre. Et donc, pour conclure, ce tout jeune pilote, dont c'était en fait le premier vol en solo, vous le connaissez. Il s'appelait Antoine de Saint-Exupéry et il allait devenir un des plus grands pilotes du siècle. Donc en fait, la dérive attentionnelle, ça peut vraiment arriver même aux meilleurs d'entre nous. Merci beaucoup. D'accord. Je vais juste vous donner un micro de façon à ce qu'on puisse bien vous entendre au fond de salle. Donc, je suis rassuré d'avoir eu la chute de la présentation. C'est la dérive attentionnelle, je dois en faire une vingtaine par jour à peu près. C'est normal. Moi j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce sujet qui est apparemment loin de ce que vous faites tous les jours. En fait, j'ai choisi ce sujet parce que j'avais travaillé justement sur la détection de la dérive attentionnelle dans un cadre aéronautique, puisque à Supaéro, on fait à la fois de l'ingénierie pure et dure, donc de la conception de systèmes, mais on se préoccupe également de leur maniement par les humains. Parce qu'en fait, un avion, c'est un système qui est très très complexe, et ce qui est de plus en plus difficile à gérer, c'est même pas l'avion en lui-même, mais l'interaction entre l'homme et la machine. Et en fait, les systèmes de pilote automatique sont de plus en plus complexes, ce qui peut mener à des erreurs dans le pilotage, dans la compréhension de la machine, et ce qui est de plus en plus à l'origine d'accidents. Et la dérive attentionnelle, qu'on appelle en anglais le mind wandering, c'est un facteur aggravant, et c'est pour ça que c'est un sujet qui qui fait l'objet de plus en plus d'articles et de publications, et notamment à Supaéro où on travaille beaucoup dessus au centre aéronautique. Merci pour cette présentation. J'ai trouvé original la façon de l'aborder en présentant une histoire comme ça. D'autant quand on connaît la chute, on se dit qu'effectivement on peut être victime de ça sans être un homme exceptionnel et que ça ne remet pas en cause forcément notre propre aptitude. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aborder le sujet de cette façon, notamment en abordant le cas d'Antoine de Saint-Exupéry ? J'ai trouvé intéressant de recontextualiser un peu les études qu'on fait sur la dérive attentionnelle, et j'ai vraiment essayé de chercher un exemple concret d'un pilote célèbre à qui ça aurait pu arriver. Je ne sais pas s'il y a des pilotes dans la salle, mais c'est un problème qui arrive assez fréquemment quand on pilote un avion, une voiture, n'importe quoi. Et c'est un peu par hasard que je suis tombé sur l'histoire du premier lâcher solo d'Antoine de Saint-Exupéry.
et dont j'ai peut-être un peu romancé. Je ne sais pas si c'était absolument la dérive attentionnelle qui était uniquement la cause de son erreur lors de son premier lâcher, mais j'ai trouvé que c'était une bonne approche. Ok, donc, merci pour votre présentation. Et je trouve aussi que le thème est assez accrocheur. De suite, je pense qu'on vous écoute totalement. Je vois, moi, ma question, ça va être plutôt sur votre volonté de participer à ce concours. Pourquoi êtes-vous là? Je trouve que, comme tout le monde, que la communication scientifique, c'est quelque chose d'important. Parce que Madame Aigneré l'a dit juste avant, on a souvent tendance à avoir l'image d'un chercheur perdu dans sa tour d'ivoire qui ne communiquerait pas avec les non-chercheurs. Et justement, je trouve que c'est quelque chose de très important de briser cette image d'expertise, de grands sorciers que peuvent avoir certains scientifiques. Et c'est pour ça que l'idée de participer à un concours de communication scientifique m'a paru très intéressante. Merci beaucoup.